Je pense qu'il faut avoir un niveau d'ambition quand même qui soit un peu supérieur. Et donc, je reviens encore à cette idée, et tu as tout à fait raison, les responsables d'unité, tout ça, c'est bien qu'il y ait des gens qui agissent dans l'entreprise, mais il y a quand même besoin dans ces grands groupes que ce soit une volonté de la part du CONEX. Je pense qu'elle doit être puissante, elle doit être forte, et c'est comme ça qu'on arrivera à aller beaucoup plus vite. Sinon, il y aura des petits pas, des gens qui vont s'épuiser, qui vont juste à un moment décider de sortir du système et de faire leur truc à côté. Oui, je suis d'accord dans le sens, c'est-à-dire que je suis persuadé, moi, c'est l'assemblage des deux qui va faire qu'on va aller dans la bonne direction. Et l'un ne va pas sans l'autre, et c'était peut-être mon message qui est peut-être mal perçu. En fait, l'un ne va pas sans l'autre, selon moi. Voilà, l'un sans l'autre, l'autre sans l'un, pour moi, ça ne fonctionnera pas. C'est un mot pour dire qu'on n'a jamais avancé aussi vite que lorsque le politique s'en est mêlé. Le rapport à Grenelle 2, sinon il n'y aurait pas eu de rapport extra-financier. Et encore, depuis qu'il y a des rapports extra-financiers, on donne la possibilité aux organisations syndicales de pointer du doigt des informations erronées ou manquantes. Ça n'est jamais arrivé. Sur les voitures, puisqu'on a parlé de l'automobile, s'il n'y avait pas les règles européennes, je peux vous dire que les constructeurs n'auraient jamais avancé comme ils avancent aujourd'hui pour réduire les impacts écologiques. Et les ZFE, que ce soit les politiques locaux ou nationaux ou européens, c'est eux qui font bouger les choses. Et il y a des dizaines d'exemples. Aujourd'hui, on est encore dans le transport maritime avec un fuel qui est immonde, qui est extraordinairement polluant. Et la loi, pour le moment, n'arrive toujours pas à agir pour éviter qu'on ait ces trucs qui sont sur l'île Maurice aujourd'hui, qui est l'air des fuels d'une qualité qui est à la fois sanitaire et chimique, qui sont absolument abjects. Et ça n'avancera pas tant qu'il n'y aura pas des lois et surtout derrière des sanctions. Il y a des lobbies aussi qui empêchent d'avancer. Oui, beaucoup de lobbies. Alors Maxime, justement, oui. C'est un point qui a déjà été plus ou moins dit, mais en fait, pour être audible au niveau d'un COMEX, on ne peut pas dissocier pleinement l'impact profit and planet du profit and people et profit tout court. Puisque, comme on disait, ces trois cercles qui communiquent entre eux. Et si on veut être écouté par un COMEX, on ne peut pas enlever l'un ou l'autre. Et ce que tu as évoqué, David, avec Yuka, c'est sûr que je pense qu'un COMEX ne l'aurait pas entendu parce que finalement, il n'y avait pas ce côté économique soutenable et pas le lien avec les opérations. Et une autre stratégie aussi que les entreprises adoptent, qui est du coup dans le thème, c'est de monter des incubations spécifiques ciblées sur un secteur pour aller identifier ces petites startups qui viennent un peu casser leur marché, les faire grossir en contrôlant un petit peu ce qu'elles font et les absorber au bon moment pour essayer de les intégrer parce qu'elles savent pertinemment que si elles le font en interne, elles sont trop grosses pour se transformer assez rapidement et elles n'arriveront jamais à saisir cette opportunité-là. On le voit dans la cosmétique, on a pas mal de clients dans ce domaine-là. Ils ont monté à Chartres, qui est la Cosmétique Valley, un incubateur dédié aux entreprises innovantes de start-up de cosmétiques et c'est financé par Chanel, L'Oréal et d'autres. Et elles se mettent en commun des fonds pour voir un petit peu ce qui se passe sur le côté d'innovation et pouvoir l'absorber quand nécessaire. Donc c'est aussi une façon qu'a un COMEX de guider ses investissements pour intégrer ce genre de structure-là. Et est-ce que tu peux nous dire un mot sur Bicorp aussi, parce que ça aussi c'est un moyen de mobiliser l'entreprise autour des enjeux écologiques qui peuvent connaître aussi. Tout à fait. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît Bicorp, qui a un label, c'est un label RSE américain qui certifie les entreprises. Il y a une grille de questions qui est assez lourde, il y a à peu près 300 questions, un audit, etc., plein de documents à fournir. C'est le standard le plus complexe, compliqué aujourd'hui dans le monde en termes de label RSE. Il y en a qui ne sont pas d'accord, mais on pourra en discuter si vous voulez. Je fais mon mémoire dessus. Très bien. Et donc, en fait, Bicorp, et on parlait de Danone tout à l'heure, Danone a aujourd'hui, je crois, 17 ou 18 sociétés de son groupe qui sont certifiées Bicorp, ce qui représente à peu près 30% de son chiffre d'affaires dans le monde. Et Emmanuel Faber avait en objectif en 2030 que l'ensemble du groupe soit labellisé Bicorp. Et on parlait des 10% qui font le changement. Quand on a un acteur comme Danone qui est certifié Bicorp et Bicorp est le début de la suite, hein, c'est pas une fin en soi, hein, c'est juste un référentiel qui nous engage à faire mieux. Si Danone demain a tout son groupe certifié Bicorp et quand on voit la taille de cet acteur sur le marché mondial de l'agro,
ça pourra transformer tout un secteur, puisque c'est aussi engagé dans les échos à ne travailler à terme qu'avec des prestataires et des parties prenantes qui soient labellisés Bicorp. Donc ça veut dire que nous, cabinet de conseil, ou vous, transporteur, ou je ne sais quoi, vous ne pourrez travailler avec Danone que si vous êtes labellisé Bicorp. Donc on voit l'impact que ça peut avoir sur un marché, et sur tout un secteur, et toutes les transformations qui vont avec, puisque finalement, tout ce qui est recyclage, économie circulaire, innovation, etc., ils vont devoir s'engager très fortement pour atteindre cet objectif-là, et donc ça montre que c'est intéressant et ça a du poids. Mais si Carrefour n'est pas la BSD Bicorp, ils sont distribués chez Carrefour? C'est une bonne question. mais ce serait la logique. C'est fournisseur Bicorp aux clients Bicorp. Oui, voilà. Plus ambitieux. Non, mais après, nous, on le voit, je vois qu'il y en a beaucoup qui en ont chez Veja. On travaille avec Veja sur leur stratégie. Et Veja ne travaille qu'avec des cabinets, etc., qui sont Bicorp. Et pareil, ils sont en train de changer de RP en ce moment. Et le choix final s'est fait sur les engagements RSE de Veja n'est pas Danone, mais Danone pourrait très bien demain, on le voit aussi dans la commande publique lors des appels d'offres, les enjeux RSE des cabinets ou des entreprises qui postulent à ces candidatures de commande publique, l'impact des points, tout ce qui est développement durable, RSE, etc., est très très important et de plus en plus important. Quand j'ai commencé à travailler il y a presque 10 ans, ça n'existait même pas, alors qu'aujourd'hui, ça peut valoir jusqu'à 40% des points finaux, dans la notation globale de la commande publique. Et la labellisation des corps, juste une dernière question sur ce sujet, contribue, à ton avis, à renforcer justement l'implication des membres du COMEX sur ces enjeux d'écologie? Oui, parce que ça doit être porté par le COMEX, ça ne peut pas être porté par une direction, ça ne peut pas être porté seul par la direction opérationnelle de la RSE ou quoi que ce soit, parce que ça englobe toute l'activité de l'entreprise. Et que quand on le fait dans une entreprise, on est obligé d'aller voir les RH pour tous les sujets de formation, de rémunération, d'inclusion, de diversité, etc. On est obligé d'aller voir la supply chain pour tous les sujets d'approvisionnement, de supply, etc. Et on est obligé d'animer tout le monde. Et si ce n'est pas porté en interne par, peut-être pas le COMEX entièrement, mais quelqu'un représentant du COMEX, ça ne marchera jamais et ça prendra 24 mois pour être révisé et on n'y arrivera pas. Alors que si c'est porté, nous c'était porté par un des associés fondateurs directement, donc forcément le message n'est pas le même. Comme quand c'est porté par Emmanuel Faber chez Danone, c'est beaucoup plus impactant. Oui, je voulais rebondir sur la conversation peut-être un peu précédente par rapport à effectivement la perception qu'en fait ça se fera à petits pas, ça se fera par l'extérieur et il faudra réussir à convaincre le COMEX. Je pense qu'il y a, je voudrais citer deux exemples en fait d'entreprises qui sont vraiment des grosses boîtes, qui sont aujourd'hui des exemples et qui ont justement adopté des règles du jeu adaptées à la complexité pour vraiment revisiter leur cœur de métier. Donc on parle de Interface, donc vous avez certainement entendu parler de cette boîte-là parce qu'on en parle tout le temps. Et Interface, elle a engagé avec la démarche FSSI en 1993. Si vous voulez la preuve de ça, vous pouvez aller voir sur mon profil, il y a une petite vidéo de Ray Anderson, le PDG de l'époque, qui voit comment il a testé ce truc. Et donc de ça, ils ont sorti justement cette phase de durabilité qui était leur projection de 1994 à 2020. Et maintenant, ils sont passés de l'autre côté, j'allais dire de l'entonnoir, parce qu'effectivement, on présente les difficultés aujourd'hui, c'est que voilà, le système de contraintes va augmenter. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Plus ça va, plus il y a de bouge. Donc, même si les politiques ne bougent pas, de toute façon, les boîtes, elles ont intérêt à bouger. Et elles ont intérêt à bouger fort. Après, c'est vrai que vu où là on en est aujourd'hui, de toute façon, on est un peu coincé, parce que même si on fait un super truc avec sa grosse boîte dans son coin, de toute façon, on vit tout sur la planète Terre, et donc on est coincé effectivement dans cette caractère qu'on est tous terriens. Et l'autre exemple que je vais citer, c'est Electrolux, c'est pareil, qui a engagé avec cette démarche-là en 1993. Et pareil, je t'ai envoyé la vidéo de ça, c'est une vieille vidéo que j'ai retrouvée, qui a été faite au MIT en 1994. Donc on n'est pas sur des trucs qu'on démarrait la semaine dernière. Donc c'est ça qui est délirant aujourd'hui, c'est qu'il y a des boîtes qui sont en train de dire c'est quoi le langage pour se prendre en compte tous ces paramètres-là. Ça existe. Et il y a des preuves que ces boîtes-là, elles sont en avance de phase par rapport à ça. Et Electrolux, ils se sont pris bien dans les dents à l'époque parce qu'en fait, ils ont été sollicités par une chaîne de supermarchés. On était à l'époque, 87,
c'est les CFC, donc c'est la dégradation de la couche d'ozone, c'est les accords de Montréal, c'est comment est-ce que toutes les boîtes se sortent des CFC. Cette chaîne de supermarché, du coup, avec tous ces réfrigérateurs, se dit, bon bah ok, moi je suis une chaîne de supermarché celui-là, je vais me tourner vers Electrolux, ils vont bien me trouver une solution pour me changer le liquide réfrigérant qui va là-dedans. Donc ils appellent Electrolux, et Electrolux dit, ah bah non, on est désolé, du coup votre matériel, il est associé à ce produit-là, donc il va falloir changer tous vos réfrigérateurs. Ah, donc ça va coûter combien? Bah, ça dépend combien vous avez de réfrigérateurs. Donc 150 millions de couronnes suédoises à l'époque. Et eux, ils avaient déjà engagé avec cette manière de réfléchir. Et donc, ils ont voulu sécuriser que le prochain truc qu'ils allaient acheter pour changer leur réfrigérateur ne serait pas un truc à changer dans 3 ans parce que Electrolux n'aurait pas réfléchi avec les règles du système Terre. Et en fait, Electrolux a, au départ, ben voilà, je pense, il y a eu des réponses dans l'univers du compliqué en disant oui, mais on fera mieux, on mettra moins, ça sera moins perdu, nanani, nanana. Et en fait, en face, le non-expert de ce métier disait ok, mais est-ce que ça m'emmène là où je veux aller en termes de futur souhaitable et de ces conditions nécessaires des sociétés durables? Et Electrolux a fini par se dire mais c'est quoi ce truc quoi? Et eux en fait ça fait qu'ils se sont embarqués dans cette logique et qu'ils ont désélectionné des tas de produits et de substances qui fait qu'ils ne se sont pas pris les réglementations européennes qui sont sorties 5, 10, 15 ans plus tard quoi. Et eux 10 ans plus tard c'est clair qu'ils étaient là mais banco moi. Je ne savais même pas s'ils se souviennent qu'ils ont fait ça. Alors, moi j'ai trouvé une citation que je trouve assez intéressante de La Rochefoucauld qui dit « Rien n'est aussi contagieux que l'exemple ». Donc ça veut vraiment dire à quel point effectivement il est important que les COMEX s'approprient ces sujets et s'engagent. Puisqu'il nous reste 10 minutes, est-ce que chacun d'entre vous peut, si je devais, j'aime pas utiliser le mot tips, mais donner un conseil opérationnel pour changer justement ces COMEX et les aider à passer à l'action plus rapidement, à accélérer sur ces sujets. Je dirais... Non, moi je pense que c'est très très court. C'est les inscrire tous à un type de formation comme l'Institut des futurs souhaitables qui a été évoqué tout à l'heure, où effectivement, par hasard, ils sont un petit peu obtus, ils ont du mal à comprendre. Au bout des 6 mois, à raison d'une conférence par semaine, je pense qu'ils auront véritablement compris. C'est vraiment le changement de mindset, comme il a été dit, passe forcément par ce type de formation. Si on va aller vite. Pour évangéliser le sujet. Il faut compléter du coup cette idée. L'IFS, mais il y en a d'autres. L'IFS, du coup, c'est un petit peu étalé dans le temps, mais si je prends l'exemple d'autres types d'écoles qui sont en train de se développer, même en 5 jours en fait. 5 jours, parfois ça peut suffire. Parce que je pense qu'il y a un truc extraordinaire, c'est de réunir un COMEX et qu'ils vivent ensemble cette expérience de manière concentrée. Il y a une dynamique de groupe qui se crée, qui est assez incroyable en termes d'énergie. Et du coup, le pendant un peu négatif de l'IFS, c'est qu'on a 2 cours et ensuite on rentre chez soi, il ne se passe plus rien et ça revient. Le rythme est soutenu. Le rythme est soutenu, mais il y a moins cette dynamique quand même de groupe. Et je pense que, vu l'urgence et la nécessité de passage à l'acte qui est assez rapide, je pense en 5 jours, des programmes comme ça assez intenses où on fait expérimenter toutes ces choses, on les fait vivre, on les fait ressentir et on les vit avec notre équipe. Donc on est tous au même niveau quand on sort de là. Je pense que ça, c'est un activateur extrêmement puissant. Et voilà, ce serait aussi la suggestion que je pourrais faire de mener ça. Et moi, un outil que j'aime bien et que je ne vois pas encore assez, c'est tout ce qui est en fait écouter vos parties prenantes. Et notamment, on le voit chez Orange, il y a plein de groupes maintenant qui s'y mettent, de faire des comités de parties prenantes. Et au-delà de ça, c'est vraiment faire un peu pour évangéliser, une fois qu'ils ont fait la formation suggérée par notre ami, d'intégrer dans un comité des parties prenantes les membres du COMEX, mais surtout aussi écouter vos collaborateurs, parce que vos collaborateurs sont très riches en idées innovantes, puisqu'ils connaissent exactement vos activités, ils savent exactement ce vers quoi vous voulez aller, et écouter vos clients, donc les réunir tous ensemble pour que les clients puissent vraiment s'exprimer, parce que un des premiers leviers d'engagement aussi dans la transformation positive dans ce sens-là, c'est la vision qu'ont les clients. On parlait de Yuka, ce genre de démarche-là qui montre à quel point maintenant les entreprises intègrent les référentiels Yuka dans ce qu'ils produisent. Encore une fois, c'est le cas en cosmétique. Une nouvelle marque de cosmétique va aller interroger Yuka pour avoir 100 au moment de formuler son produit. Voilà, c'est toutes ces démarches-là qui vont piocher là où est l'information à la richesse. Non, moi je dirais oser la complexité parce que c'est
vrai que c'est moins rassurant que le compliqué parce qu'on ne contrôle pas, mais en même temps la réalité c'est qu'on ne contrôle rien. Donc en fait il faut oser ces nouveaux abécédaires qui nous permettent d'agir et du coup d'être quand même orientés vers des futurs qui sont extrêmement clairement définis, quoi. Donc là je pense qu'il y a vraiment voilà, oser. Moi j'inviterais à oser ce genre de truc, sachant qu'effectivement il y a des preuves de concepts multiples et variés. Et que ça vaut vraiment le coup d'expérimenter ces nouvelles manières de voir. Parce qu'en fait, c'est pas facile à faire percevoir, mais une fois qu'on est dedans, en fait, on se dit, mais comment les autres ne voient pas le monde pareil? Donc, je vous invite à ça. Moi, j'ai commencé mon kit par une toute petite anecdote. Il y a quelques temps, j'ai assisté à une remise de prix par le directeur de la communication chez BNP Paribas. Et le prix concernait les voitures électriques. Et il s'est exclamé, comme ça, devant le parterre de toutes les personnes, il s'est dit, mais si on fournissait à tous les membres de COMEX une voiture de fonction électrique, ça motiverait les collaborateurs à en acheter une, non? Et en fait, c'est un petit peu mon type, c'est-à-dire que j'ai commencé en disant que les membres de COMEX étaient des gens comme nous, mais finalement pas complètement comme nous. C'est-à-dire par moments ils sont un petit peu déconnectés. Et mon conseil, en plus en tant que designer, c'est que parfois faire des études utilisateurs, et donc je te rejoins sur ce que tu disais, c'est de faire des études utilisateurs pour remonter, c'est un peu chuchoter à leur oreille qu'ils ont des convictions, mais des fois ils se plantent complètement. Et simplement leur montrer qu'ils sont en train de se planter sur les convictions qu'ils ont de leurs clients, de leurs utilisateurs. Des fois, ça contribue à faire changer certaines choses et à les faire se bouger sur certaines convictions qu'ils peuvent avoir. Moi, je pense que toutes ces idées sont bonnes. Il faut surtout n'en laisser aucune de côté, parce que de toute façon, je pense que la réponse sera précisément là-dedans, dans le fait de à la fois changer le mindset, à la fois se confronter à des parties prenantes externes, à la fois changer les régulations. Je suis convaincue du pouvoir extrêmement fort des normes et des réglementations, parce que les déclarations extra-financières, mais pas que, effectivement, les normes, tout simplement, ont un pouvoir extrême. Donc, faire tout ça à la fois, puis j'ajouterai une dernière dimension qui est finalement, quand on est confronté au retour d'image, c'est-à-dire que quand on communique sur des initiatives de développement durable, et je peux vous dire que pour Air France c'est difficile parce que quand on fait des choses positives, on a tout de suite en fait des feux qui s'allument à contre par des personnes qui ne reconnaissent pas, tout simplement parce qu'il y a effectivement une empreinte carbone de l'aviation qui aujourd'hui est indéniable, il y a aussi un rôle sociétal en face, et du coup, dès lors que l'on commence à communiquer sur un élément, on se prend un retour de bâton et donc il y a beaucoup de dirigeants qui du coup s'arrêtent, qui se tétanisent là-dessus. Et je pense que ce n'est pas la bonne démarche. Je pense qu'il faut continuer à promouvoir tous les petits pas, même si j'entends complètement l'argument sur le fait que ça ne va pas assez vite. Effectivement, ça ne va pas assez vite, mais si vous avez de meilleures idées pour aller plus vite, le Covid, par exemple, peut-être. Voilà, pour le plus vite. C'est tout le débat. Justement, je voudrais rebondir sur le Covid. Du coup, il y aura des questions-réponses. Vous avez... Maintenant. Donc là, on est tous avec des masques en crise sanitaire, et je me demande si en fait il n'y a pas un sujet qu'on a oublié d'aborder. En fait, est-ce que ça sera business as usual? On vient quand même de vivre quelque chose de très très fort collectivement, et on pourrait avoir l'impression que dans les entreprises c'est business as usual, avec peut-être cette réflexion qui est de dire que comme nous allons vers une crise économique sévère, où voilà, la croissance ne sera pas toujours au rendez-vous pour les entreprises, du moins on arrivera difficilement à récupérer donc la croissance perdue, et que ça risque de se traduire par un chômage dans nos pays, en France et dans le monde, avec toutes les interconnexions qu'on peut imaginer. Peut-être que l'environnement, ça sera pour plus tard. Et peut-être que finalement le social, on va peut-être tout de suite le réduire à l'emploi. Est-ce que la complexité qui est la nôtre aujourd'hui, et du moins
dans les entreprises, c'est pas justement d'arriver à ne pas faire business as usual, mais d'essayer d'avoir une autre approche du profit qui incorpore dans les business models, dans la façon même de produire, de concevoir, de mettre sur le marché, des produits qui sont à la fois profitables en termes purement économiques, mais aussi profitables pour l'environnement et aussi profitables pour la société. Et cette complexité-là, à quel moment elle va arriver dans un COMEX? Est-ce que c'est pas ça qu'on dit il faut changer de mindset? Est-ce que c'est pas cette idée que le profit n'est pas une finalité, le profit économique n'est pas une finalité, c'est un moyen d'arriver à quelque chose? Et à quel moment un COMEX se dit oui, effectivement, c'est notre rôle en tant qu'entreprise de, aujourd'hui, demain, enclencher vraiment une transformation profonde, de changer de système. Et alors, dans ce cas-là, quel est le système? Pour revenir à une question peut-être basique, profit et planète, à quel moment, comment on peut faire qu'un COMEX arrive à concilier des choses qui aujourd'hui sont peut-être en opposition, et on est d'accord que, enfin je crois que c'est pas où, c'est et. J'ai envie de rebondir parce que du coup j'ai pas parlé d'un exemple. Enfin, après le risque aujourd'hui c'est que on est dans l'urgence, donc on se remet la tête dans le guidon, donc on est c'est 2008 d'une autre façon, donc c'est pas le moment où les gens réfléchissent, élèvent, regardent qu'est-ce qu'ils pourraient faire autrement. Après, je pense que ceux qui ont cette idée-là de se dire, justement, voilà, il faut que je change de logiciel, parce qu'il n'y a rien à faire de toute façon. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on refait toujours la même chose en changeant des petits trucs à droite à gauche, mais en fait, il faut vraiment changer de logiciel. Donc ça, c'est effectivement, c'est pas facile à entendre, c'est pas facile à faire, mais en même temps, c'est pas non plus impossible à faire. C'est peut-être plus simple de changer d'abécédaire que de sortir des matrices avec 350 colonnes dans lesquelles on n'arrivera jamais à trouver tous les chiffres de toute façon, parce que tout ne se calcule pas. Et là, j'avais juste envie d'évoquer une boîte moi, que j'ai accompagnée, alors qui est une ETI, mais du coup qui a engagé cette démarche-là en 2005. Donc on a 15 ans maintenant de retour d'expérience. Et c'est vrai que je les ai contactés là, pendant le confinement, parce que je devais les interviewer hors confinement. Mais vraiment, lui, ce qu'il me disait, c'est que voilà, de toute façon, lui, c'est déjà une entreprise à mission. Alors ça n'existait pas à l'époque, mais bon, ils avaient écrit leur stratégie avec cette intention-là de servir à autre chose que le business, c'est-à-dire qu'on sert un besoin dans la société et on a regardé comment on répond à ce besoin pour justement pas faire des dégâts collatéraux. Et parce qu'on a compris ces règles du jeu, eux, ils ont pu développer 5 boîtes depuis en fait. Donc lui, il dit, effectivement, on va se le prendre comme tout le monde. C'est fait 2008, on va se prendre 2020, mais la vague va être moins haute pour nous parce que justement, on a des gens qui sont soudés, il y a du sens, on sait ce qu'on est en train de faire, on a repris au bout de 8 jours dans le confinement, enfin voilà, on est au taquet sur comment gérer cette situation. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un choix des boîtes qui vont dire, ouais, je continue à faire, je borde, je trouve mes petites excuses à droite à gauche, ou je me dis, ok, là, c'est pas possible. En fait, j'aime beaucoup cette représentation-là, c'est soit je dis, je suis future-proof, c'est-à-dire le futur arrive, et en fait, plus ça fait mal, plus je me mets mon bunker, donc là, de toute façon, on ne va pas pouvoir dealer avec les règles du système Terre parce que de toute façon, la thermodynamique, c'est pas flexible et ça ne va pas négocier autour de la table. Ou au contraire, j'adopte une stratégie future fit et je dis ok, c'est quoi les règles du jeu? Je n'avais pas intégré quoi. Comment j'intègre ça? On a quand même été sur la lune quoi. Oui, pardon. Par rapport juste à ce qui a été dit, je pense que ce que j'ai pu percevoir jusque-là, c'est que la crise, qui n'est pas une crise écologique en tant que telle, elle a plus marqué les esprits des consommateurs, des citoyens, que des responsables d'entreprise, à moins de retomber sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire des CIO déjà persuadés et qui continuent à faire avancer leurs choses. Je pense que sur un certain nombre de marchés, la distribution par exemple, les consommateurs vont accélérer la mutation vers du commerce digital et proximité. Sur les transports, malheureusement, le transport aérien va mettre un certain temps à retrouver des niveaux d'appétence auprès des clients. Oui, mais non, je dis malheureusement pour une compagnie comme Air France, on aime bien. Et au niveau du ferroviaire, c'est d'autres problématiques. C'est là que ça va se jouer. Mais je ne pense pas qu'il y ait une prise de conscience universelle de se dire, comme on a entendu un petit peu en mars-avril, ça y est, on va vers un monde d'après qui aura tout appris. Et je pense également qu'on aura moins recours aux grandes importations venues de pays lointains. C'est-à-dire que l'intérêt du local dans l'esprit du consommateur
risque d'avoir un impact très positif sur les coûts généraux du commerce international. Juste un tout petit rajout. Ouais, du coup, on va avoir des questions. C'était juste la pointe d'espoir quand même, je fais une toute petite parenthèse. La pointe d'espoir, c'est que les quelques boîtes, grosses sociétés que j'ai pu voir, ont fait une petite parenthèse pendant la période du confinement et effectivement ont traité l'urgence sociale, mais tout ont repris leur grand programme, notamment axé sur le green, etc., par la suite. Et ça, c'est plutôt une note d'espoir qui, moi, m'a fait plaisir. J'avais beaucoup de crainte, pour rien me cacher, notamment dans ma boîte chez BNP Paribas. Et là, dès le mois de juin, j'ai vu tous les grands programmes engagés, redémarrer, et c'est plutôt positif. Enfin, moi, ça me fait souffler. Est-ce que tu veux... Oui, déjà, je suis d'accord avec ça. L'écologie, toutes les études montrent que les gens n'ont pas, continuent à s'y intéresser autant de... Je regarde la parenthèse. Je pense qu'il y a une petite révolution quand même qui est en train de se passer, c'est au niveau des organisations des entreprises, parce qu'elles ont vu en fait qu'elles n'étaient pas résilientes à la crise, et qu'avec les nouveaux modes de travail, le télétravail, il y a quand même beaucoup de marques, d'entreprises, et nous on traite ce sujet de la marque employeur chez nous. Là, on a pléthore aujourd'hui on a en tout cas beaucoup de clients qui nous demandent, voilà, je vais profiter de ce temps pour réorganiser mon entreprise, réorganiser la façon dont on travaille, remettre l'humain au cœur de ma façon de fonctionner. Et là, je pense qu'il y a quand même une révolution sur le people, en tout cas, qui est en train de se faire. Et je trouve qu'elle est aussi très liée finalement à nos sujets, parce que si à un moment donné, on favorise aussi le sens au travail, on aménage un mode de travail qui soit plus en lien avec tout ce qui se passe dans la société, ben, aussi on s'achemine vers cette réflexion RSE de manière collective, plus naturellement. Encore une question, Laura. Ouais, il y en a une. Moi, je voulais d'abord vous remercier pour la qualité du débat. C'est vachement intéressant ce que vous dites. Et surtout, c'est très très complémentaire. Si j'ai bien retenu quelque chose, c'est qu'il faut permettre aussi aux COMEX de changer le logiciel, de changer leur paradigme de pensée, leurs habitudes. Ça veut dire qu'il faut péter ce qu'ils ont appris à HEC Polytechnique, très bien. Peut-être qu'on pourrait aussi commencer par HEC Polytechnique, ça nous fera gagner du temps pour les prochaines années. Mais il y a un deuxième point quand même, c'est que moi j'ai beaucoup bossé avec des ETI et souvent ça bascule, mais j'ai remarqué que dans tous les cas, c'est possible si effectivement il y a une appétence du COMEX à changer sa façon de voir, à rentrer dans des approches de complexité, d'analyse systémique, etc., etc. Mais il faut qu'ils aient le mandat. Ça veut dire que, vous parliez de Tavares, il a eu non seulement l'autorisation, mais il a peut-être eu une petite demande de la part de son conseil d'administration pour le faire. Comment il s'appelle, le Faber, il a été nommé par Rigaud, et Rigaud avait déjà commencé ça. Donc il y a un moment où il faut que ça vienne d'où, et de ce fait, ma question, je vais poser, et c'est super de vouloir changer les COMEX, mais si on changeait aussi les conseils d'administration. Et on changeait aussi les qui ont en plus qui ont des jetons dans plein d'entreprises, c'est-à-dire vous en attrapez un pour changer 3 entreprises. C'est des avantages peut-être de notre système un peu féodal. Et si on s'intéressait aussi au conseil d'administration qui lui décide qu'il y a une logique de profit, une logique financière à respecter avant la logique Si je peux. Si je peux juste réagir après, bon, pas dans le détail, mais quand on parle d'investisseurs de ces grands groupes, il y a quand même beaucoup de fonds d'investissement, sans en citer un, mais qui est BlackRock, qui possède peut-être 70% du CAC 40 aujourd'hui. Je n'irai pas attaquer les petits porteurs, parce que finalement, c'est beaucoup de grands-pères, ou en tout cas de pères de famille qui ont cette approche très père de famille de leur investissement. Mais BlackRock, Larry Fink, son PDG, qui est du coup le gestionnaire d'actifs de la moitié de la Terre, a publié en janvier 2020 une lettre à tous son portefeuille en incitant à faire mieux et plus fort en matière de développement durable dans les entreprises sous portefeuille. Et il a même commencé à développer un genre de critères ESG, donc critères environnement, sociaux, gouvernance, etc., propre à BlackRock, pour inciter vraiment ces entreprises sous portefeuille, donc les conseils d'administration finalement, à intégrer des éléments RSE, écologie, biodiversité dans leur processus et leurs activités. Et ça deviendra demain, et je vous rejoins tout à fait, ça deviendra demain la norme en fait. On l'a vu encore, juste avant l'été, il y a une réglementation européenne qui est sortie de la BCE au niveau des banques, assurances et fonds d'investissement,
justement pour intégrer ces critères ESG dans leurs investissements et intégrer cette nouvelle norme comme le nouveau logiciel pour eux. Est-ce que c'est une question de pérennité? Et depuis ça bouge du coup dans le monde bancaire. Encore deux questions. Les deux sont déjà en... Alors, je précise... Non, c'est bon, c'est bon, non sinon, c'est ce monsieur d'abord. C'est ce monsieur d'abord. Bonjour. Donc, moi, je cofonde une association qui s'appelle la Compagnie Générale des Autres, et on présente demain un projet d'émergence de projets d'économie solidaire et citoyen sur les territoires. Et moi, j'ai une question très naïve parce que je rencontre le monde de l'entreprise, du monde de l'entreprise, et du monde des associations. Et en fait, je me dis que, comme je sais plus, vous évoquiez tout à l'heure, qu'il y a de l'intrapreneuriat dans l'entreprise, mais il y a quand même pas mal de freins, j'ai l'impression, à l'intrapreneuriat. Comment est-ce que, moi j'ai l'impression que le changement il viendra de l'intérieur, comment est-ce qu'on peut favoriser l'entrepreneuriat social dans l'entreprise, c'est-à-dire des projets d'économie solidaire ou à visée sociale, environnementale, écologique, qui vont transformer l'entreprise. Et nous, on est en train de se demander si ces méthodes de territoire, d'émergence de projets, peuvent aller polliniser l'entreprise, et est-ce que la culture est prête pour ça, est-ce qu'il y a des envies, est-ce qu'il y a des... voilà. Alors, sur ce point-là, clairement, le travail qui est fait aujourd'hui justement sur les intrapreneurs, c'est quelque chose qui est assez récent, l'entrepreneuriat, qui est vieux mais qui prend de l'émergence depuis quelques années, pas de nombreuses années. C'est justement de travailler sur cette partie de modèle économique et leur faire comprendre que la plupart ont d'excellentes idées, mais s'ils veulent monter les différentes couches hiérarchiques pour proposer simplement leur idée et voir si elle est viable, c'est de les aider à consolider leur modèle économique, le modèle économique de leur idée. Donc ça, c'est le premier point sur lequel ça fait partie de mon boulot, c'est de les aider à maturer toutes les dimensions de leurs idées. Y compris sociétale. Donc en fait, et y compris sociétale, complètement. Alors moi, mon boulot, c'est pas que je parle économie parce que c'est mon job de leur apporter cette partie-là, mais sinon il y a d'autres coachs qui leur apportent tout type d'input de ce point-là. Et la deuxième partie, c'est de s'ouvrir sur des acteurs, et c'est là où on parlait de partenariat, etc., sur des acteurs qui sont déjà implantés, soit des startups, soit des associations, pour travailler ensemble et monter des projets ensemble. Donc ça, c'est la deuxième partie sur laquelle on commence à travailler. Mais encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui n'est pas très mature encore, qui commence, qui débute et qui progresse petit à petit. Mais qu'on retrouve quand même dans toutes nos grandes entreprises. Enfin, je pense que dans toutes les grandes entreprises, aujourd'hui, il y a des programmes d'entrepreneuriat qui libèrent les... Enfin, et puis après, pour répondre à votre question, c'est aussi comment faire, c'est aussi en libérant les collaborateurs de ce carcan de la grande entreprise. Donc souvent en les mettant à côté, dans un endroit complètement en dehors du siège, par exemple. Enfin, voilà. Donc il y a pas de démarches qui sont expérimentées à cet égard. Du coup, ouais, je pense que j'ai trop de... je m'excuse, j'ai trop de questions. Alors, non, mais j'aimerais... Alors, pour le coup, ils vont pas